Je m'appelle Morgane. J'ai 32 ans, et j'ai envoyé mes propres parents et mon frère cadet en prison après avoir découvert qu'ils volaient mon identité et détruisaient ma vie depuis plus d'une décennie. Mais avant d'arriver à cette fin satisfaisante qu'ils méritaient amplement, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. C'était censé être le plus beau jour de ma vie professionnelle, mais cela s'est transformé en une descente aux enfers brutale et humiliante. Ma mère m'a supplié de prendre le blâme et d'aller en prison pour mon frère en me disant « Tu es forte, Morgane. Dorian ne survivrait pas, fais ton devoir de grande sœur. » Ce jour-là, j'ai perdu ma mère. Avant de plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale qui a failli me coûter ma liberté et ma santé mentale, j'aimerais savoir qui m'écoute aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. Je lis tous vos commentaires, car savoir que je ne suis pas seule m'aide énormément à surmonter les séquelles de cette histoire. Tout a commencé un mardi pluvieux de novembre à Lyon. Le ciel était d'un gris d'acier, une couleur qui semblait peser sur la ville entière, mais à l'intérieur de la tour Pardieu, au 30e étage, l'ambiance était feutrée, luxueuse et contrôlée. Je me tenais debout dans la salle de conférence principale du cabinet d'audit international pour lequel je travaillais. Les murs étaient vitrés du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur la ville sous la pluie, mais mon attention était entièrement focalisée sur les 12 hommes et femmes assis autour de la table en acajou massif. Devant moi se trouvait Monsieur Delorme, le PDG du groupe, et l'ensemble du conseil d'administration. J'avais passé les 5 dernières années à travailler 80 heures par semaine, sacrifiant mes week-ends, mes vacances, mes relations amoureuses et ma vie sociale pour ce moment précis. Je présentais mon audit final et ma stratégie pour le poste de directrice du contrôle des risques. C'était mon ticket pour entrer dans la cour des grands. Ce poste représentait bien plus qu'un salaire à 6 chiffres ou un bureau d'angle. Il représentait la sécurité. Il représentait la preuve tangible que je n'étais pas la ratée que ma famille avait toujours prétendu que j'étais. Je venais de terminer l'analyse des projections fiscales, ma voix était posée, confiante. Je me sentais puissante. J'ai vu Monsieur Delorme hocher la tête avec approbation en prenant des notes. J'ai senti un frisson de triomphe parcourir mon échine. J'allais l'avoir. J'allais enfin réussir. Soudain, un bruit sourd a brisé la concentration de la pièce. Les lourdes portes à double battant de la salle de conférence se sont ouvertes avec fracas, heurtant le mur avec une violence inouïe. Pas de frappe, pas d'avertissement, pas de demande polie auprès de la secrétaire. Le silence s'est fait instantanément. Un silence lourd, oppressant. Toutes les têtes se sont tournées vers l'entrée. 2 policiers en uniforme bleu marine, l'air grave, et un homme en civil portant un imperméable beige trempé par la pluie sont entrés. Ils ont marché d'un pas décidé sur la moquette épaisse, ignorant les regards outrés des membres du conseil. L'homme en civil, que j'apprendrai plus tard à connaître sous le nom de lieutenant Garnier, a balayé la pièce du regard. Ses yeux étaient froids, calculateurs, sans aucune trace d'empathie. Il a fixé son regard sur moi comme un prédateur repérant sa proie. « Mademoiselle Morgane Dubois ?» a-t-il demandé d'une voix forte qui a résonné dans toute la salle. J'ai senti mon estomac se nouer. Une bouffée de chaleur a envahi mon visage, suivie immédiatement d'un froid glacial. J'ai hoché la tête, incapable de formuler un mot, ma gorge soudainement sèche comme du papier de verre. « Je suis le lieutenant Garnier de la brigade financière », a-t-il poursuivi en sortant un badge de sa poche. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, escroquerie bancaire aggravée, faux et usage de faux, et usurpation d'identité. Veuillez vous lever et mettre les mains dans le dos. » Le temps s'est arrêté. Littéralement. J'ai eu l'impression de sortir de mon propre corps et d'observer la scène d'en haut. J'ai vu le visage de Monsieur Delorme passer de l'admiration au dégoût pur en une fraction de seconde. J'ai vu mes collègues échanger des regards choqués et murmurer entre eux. J'ai vu ma carrière, ma réputation, ma vie entière s'effondrer comme un château de cartes soufflé par un ouragan. « C'est une erreur », ai-je balbutié, ma voix tremblant de manière incontrôlable, aiguë et pathétique. « Je vous assure que c'est une erreur. Je suis auditrice. Je combats la fraude, je ne la commets pas, vérifiez vos dossiers, il doit y avoir une confusion de noms. » « Vous expliquerez cela au juge, mademoiselle », a répondu le policier en me saisissant le bras avec fermeté. Il m'a fait pivoter sans ménagement. J'ai senti le clic froid et métallique des menottes se refermer sur mes poignets. Ce bruit. Ce petit bruit sec. Il hante encore mes cauchemars. Ils m'ont fait sortir de la salle, me poussant légèrement dans le dos.
J'ai dû traverser tout l'étage, passant devant les bureaux en open space de mes collègues, de mes subordonnés, des stagiaires que je formais. Tout le monde s'est arrêté de travailler. Les téléphones se sont tus. Les regards pesaient sur moi, lourds de jugement. J'ai vu une secrétaire sortir son téléphone pour prendre une photo discrète. Je savais que dans 10 minutes, l'image de mon arrestation ferait le tour de l'entreprise. Dans l'ascenseur qui descendait vers le rez-de-chaussée, entouré par ces 3 hommes imposants, j'ai commencé à pleurer. Non pas de peur, mais d'une confusion totale et terrifiante. Je savais, au plus profond de mon âme, que je n'avais rien volé. Je n'avais jamais pris un centime qui ne m'appartenait pas. Alors, que se passait-il? Étais-je victime d'un complot au travail? Une erreur informatique? Je pensais que cette arrestation publique, cette humiliation suprême devant l'élite financière de Lyon, était le pire moment de ma journée. Je me trompais lourdement. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer, et il portait un visage que je connaissais bien. La vérité était le dîner du diable. Le trajet jusqu'au commissariat central s'est fait dans un silence de mort, seulement troublé par le crépitement de la radio de la police et le bruit des essuie-glaces. Une fois sur place, l'ambiance a changé radicalement par rapport au luxe de la Tour Pardieu. Les murs étaient peints d'un jaune délavé, l'air sentait le café froid, la sueur rance et la cigarette mal éteinte. On m'a pris mes empreintes, on m'a pris ma photo, on m'a retiré mes bijoux, ma ceinture et mes lacets. Chaque étape était une nouvelle couche d'humiliation, m'enlevant peu à peu mon humanité pour faire de moi un simple numéro d'écrou. Le lieutenant Garnier m'a fait asseoir dans une salle d'interrogatoire exiguë, éclairée par un néon clignotant qui donnait mal au crâne. Il a jeté un dossier épais sur la table métallique rayée. Le bruit du dossier frappant le métal a résonné comme un coup de tonnerre. Nous avons des preuves accablantes, mademoiselle Dubois, a-t-il commencé en s'asseyant en face de moi, croisant les bras. 3 crédits à la consommation non remboursés auprès de sociétés de crédit rapide. Des dettes de jeu en ligne massives. Et une fraude à l'assurance automobile. Le tout à votre nom, avec votre numéro de sécurité sociale, votre adresse et votre signature. Total du préjudice actuel, 60 000 €. Et ça, c'est seulement ce qu'on a trouvé ce matin. Il a ouvert le dossier et a étalé les documents devant moi. J'ai regardé les contrats de prêt, les reconnaissances de dette. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. J'ai arrêté de respirer. La signature au bas des pages. Ce n'était pas ma signature. Mais pour un œil non averti, elle y ressemblait terriblement. C'était une imitation presque parfaite. Mais il y avait un détail. Une petite boucle spécifique sur la barre du M majuscule, une fioriture inutile, prétentieuse et baroque que je ne faisais jamais. Je connaissais cette boucle par cœur. Je l'avais vue 1000 fois sur les bulletins scolaires falsifiés, sur les mots d'absence contrefaits, sur les chèques volés dans le carnet de mon père il y a 10 ans. C'était la signature de mon frère cadet, Dorian. Dorian, qui passait des heures dans sa chambre à s'entraîner à imiter les signatures de la famille au cas où. Ce n'est pas moi, ai-je chuchoté, une nausée violente montant dans ma gorge. Je tremblais tellement que je devais tenir mes mains ensemble pour qu'elles arrêtent de s'agiter. C'est mon frère. C'est l'écriture de mon frère Dorian. Garnier m'a regardé avec scepticisme, levant un sourcil. C'est classique, mademoiselle. Accuser la famille. Vous savez combien de fois j'entends ça par semaine? Je vous en supplie, vérifiez. Regardez la boucle sur le M. J'ai une écriture beaucoup plus anguleuse. C'est lui. Il a déjà fait ça quand il était adolescent. Garnier a semblé noter ma réaction viscérale. Il n'était pas convaincu, mais le doute avait été semé. Heureusement, j'avais le droit à un appel. J'ai composé le numéro de la seule personne en qui j'avais une confiance absolue, Yasmine. Yasmine était ma meilleure amie depuis l'université de droit. Elle était devenue une avocate pénaliste redoutable, connue à Lyon pour sa ténacité et son intelligence. Elle est arrivée au commissariat en moins d'1 heure, telle une tornade en talons aiguilles, balayant les objections des policiers sur son passage. Elle a réussi à négocier ma libération sous contrôle judiciaire en attendant l'enquête approfondie, arguant de mon casier judiciaire vierge, de mon poste stable et de mes garanties de représentation. Dès que j'ai mis le pied hors du commissariat, la peur qui m'avait paralysée s'est transformée en une rage incandescente. Il était 20 heures. La pluie tombait toujours, glaciale, pénétrante. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai conduit vers Vienne, la banlieue où vivaient mes parents, à 30 km au sud de Lyon.
Je conduisais trop vite, mes mains crispées sur le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Je repassais en boucle les souvenirs, Dorian me demandant de l'argent la semaine dernière, mes parents me disant qu'ils avaient des problèmes de trésorerie, les regards fuyants lors du dernier repas de famille. Comment avait-il pu faire ça? Et surtout, comment mes parents n'avaient-ils rien vu? Dorian, le Golden Child, l'enfant roi, celui qui avait toujours tout eu sans jamais rien faire. À 29 ans, il vivait encore chez eux, nourri, logé, blanchi, se prétendant entrepreneur en crypto-monnaie alors qu'il passait ses journées à jouer aux jeux vidéo et à fumer des joints dans sa chambre d'ado. Je suis arrivé devant la maison de mon enfance. Le pavillon était modeste, le crépi s'effritait par endroits. Mes parents se plaignaient constamment de ne pas avoir d'argent pour réparer la toiture ou changer la chaudière. Et là, le choc a été physique. Garée devant le garage, là où trônait habituellement la vieille Peugeot 307 rouillée de mon père, se trouvait une voiture qui n'avait rien à faire là. Une Porsche Boxster. Jaune canari. Une voiture d'occasion, certes, mais une Porsche quand même, valant au moins le prix de 2 années de salaire de mon père. La pluie ruisselait sur la carrosserie brillante. J'ai regardé cette voiture et j'ai compris où étaient passés les 60 000 euros. J'ai ouvert la porte d'entrée avec mes clés, trempée jusqu'aux os, tremblante de rage. L'odeur m'a frappée immédiatement. Une odeur riche, opulente, de beurre chaud, d'ail, de truffes et de viande rôtie. Je suis entrée dans la salle à manger. La scène qui s'offrait à moi était surréaliste, presque obscène compte tenu de ce que je venais de vivre. Mes parents, Régis et Sylviane, et Dorian étaient assis autour de la table. La nappe des dimanches était sortie. Ils tenaient des verres de vin rouge coûteux, un grand cru dont je pouvais reconnaître l'étiquette de loin. Au centre de la table, il n'y avait pas le ragoût bon marché habituel, mais du foie gras entier, des tournedos Rossini et des accompagnements traiteurs. Ils riaient. Ils trinquaient. Ils fêtaient quelque chose. Quand ils m'ont vu, debout dans l'encadrement de la porte, les cheveux collés au visage par la pluie, le mascara coulure sur mes joues, le silence est tombé brutalement. Mais ce n'était pas un silence de surprise. C'était un silence d'attente. Ils ne semblaient pas choqués de me voir. « Tu es là », a dit ma mère, Sylviane, sans se lever. Sa voix était calme, trop calme. Elle a pris une gorgée de son vin et a reposé le verre doucement. On se demandait quand tu arriverais. Vous saviez? Ai-je hurlé, ma voix se brisant sous le poids de l'émotion. La police est venue à mon travail. Ils m'ont menotté devant Monsieur Delorme. J'ai failli perdre mon emploi. Et vous êtes là à manger du foie gras? Dorian a pouffé de rire. Il a littéralement pouffé, comme si je venais de raconter une blague. Il jouait avec son couteau à steak, un sourire suffisant et gâté sur les lèvres. T'énerve pas, la grande. C'est juste un malentendu administratif. T'en fais toujours des caisses pour rien. Un malentendu? J'ai jeté mon sac à main sur le sol avec violence. Tu as imité ma signature, Dorian. Tu as volé 60 000 euros à mon nom. C'est la Porsche dehors, c'est ça? C'est mon crédit? C'est ma vie que tu as dépensée? Mon père, Régis, a soupiré bruyamment, comme si j'étais une enfant capricieuse de 5 ans qui interrompait leur film du soir. Morgane, baisse d'un ton. Les voisins vont t'entendre. Assieds-toi, on va t'expliquer calmement. Tu es hystérique, comme d'habitude. Il n'y a rien à expliquer. Je vais aller voir la police demain matin à la première heure et leur dire toute la vérité. Je vais leur dire que c'est Dorian. C'est à cet instant précis que l'atmosphère dans la pièce a changé. La température a semblé chuter de 10 degrés. Ma mère s'est levée lentement. Elle a posé sa serviette en tissu sur la table, lissant un faux pli imaginaire. Elle a contourné la table pour s'approcher de moi. Son visage, que j'avais toujours associé à la douceur maternelle, a pris une expression dure, calculatrice, presque reptilienne que je ne lui connaissais pas. Elle s'est plantée devant moi, me regardant droit dans les yeux, et a posé ses mains sur mes épaules. Ses doigts s'enfonçaient dans ma chair. Non, Morgane. Tu ne vas rien dire à la police. Tu vas assumer. Je l'ai regardée, abasourdie, incapable de comprendre le sens de ses mots. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? L'offre impossible, Dorian ne survivrait pas en prison, a-t-elle continué, sa voix douce mais tranchante comme un scalpel. Il est sensible. Il a une constitution fragile.
Il ne supporterait pas l'enfermement. Toi tu es forte, Morgane. Tu as toujours été la plus résistante, la plus solide. Tu es une battante. J'ai cru devenir folle. Le monde tanguait autour de moi. Les mots de ma mère semblaient provenir d'une autre dimension. Fais ton devoir de grande sœur, a-t-elle dit. J'ai reculé brusquement, me dégageant de son emprise comme si ses mains me brûlaient. Mon devoir ? Mon devoir est de protéger un criminel qui a ruiné ma carrière ? Vous êtes devenu fou ? Ce n'est pas un criminel, c'est ton frère. A crié mon père en tapant du poing sur la table, faisant tinter la vaisselle. Il a fait une erreur d'investissement, c'est tout. Il voulait juste nous aider, nous offrir une belle vie. Il voulait investir dans la crypto pour nous payer une retraite digne. Regarde ce repas, il a payé pour nous. Il a bon cœur. Avec MON argent. Avec l'argent qu'il a volé en mon nom en ruinant mon avenir. J'étais au bord de l'hystérie, les larmes coulant librement sur mon visage. Dorian a pris la parole, la bouche pleine de tourne-dos. Écoute, Morgane. Sois logique 2 minutes. Tu as un bon avocat, non ? Tu as de l'argent de côté. Tu t'en sortiras avec du sursis, peut-être une amende. Au pire, quelques mois de prison dans un quartier VIP. Tu es intelligente, tu as des diplômes, tu rebondiras. Moi, si j'y vais, c'est fini. Je n'ai pas tes diplômes. Je n'ai rien. Si j'ai un casier, ma vie est foutue avant même d'avoir commencé. L'audace, l'égoïsme pur de sa déclaration m'ont laissé sans voix. Il admettait tout, sans une once de remords, sans une trace de culpabilité. Il voyait ma vie, mes efforts, ma liberté comme des ressources consommables pour son propre confort. Pour lui, c'était normal que je paie l'addition. J'étais né pour ça. Je dois faire une pause ici car je tremble encore en écrivant ces lignes. À ce moment précis, dans cette salle à manger qui sentait le vin cher et la trahison, ma propre mère me demandait de détruire ma vie pour sauver celle de son fils préféré. Elle me demandait de sacrifier mon honneur pour couvrir les crimes de son petit prince. Je vous pose la question, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous accepté de vous sacrifier par devoir familial, par amour filial ? Ou auriez-vous réagi comme moi ? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez répondu à cette demande monstrueuse. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements erratiques de mon cœur. J'ai regardé ma mère, cette femme qui m'avait portée, qui m'avait élevée, et j'ai vu une étrangère. Maman, tu me demandes d'aller en prison. De devenir une criminelle aux yeux de la loi. Tu sais ce que ça veut dire ? Plus de carrière dans la finance. Plus d'avenir. Une tache indélébile sur mon nom. Elle a haussé les épaules, un geste d'une cruauté infinie dans sa désinvolture. Tu es débrouillarde. Tu trouveras autre chose. Tu es intelligente. Peut-être que tu pourrais revenir vivre ici et nous aider à la maison en attendant de te refaire. Mais Dorian a besoin de sa chance. Il est sur le point de percer dans ses affaires. On ne peut pas briser son élan maintenant. Il a un destin, Morgane. J'ai compris. J'ai tout compris en une fraction de seconde, comme un éclair illuminant une pièce sombre. Je n'étais pas leur fille. Pas vraiment. J'étais leur plan de secours. J'étais la vache à lait, l'assurance vie, le bouclier humain pour leur précieux Dorian. Toutes ces années à essayer de les rendre fiers, à leur acheter des cadeaux, à les aider financièrement, cela ne valait rien. Je n'étais qu'un outil. Non, ai-je dit, d'une voix calme qui contrastait avec la tempête qui faisait rage en moi. Non. Je ne ferai pas ça. Demain matin, je donne toutes les preuves à mon avocate. Je vais porter plainte contre Dorian pour usurpation d'identité, faux et usage de faux. Le visage de ma mère s'est tordu de haine. Une haine pure, viscérale. Si tu fais ça, Morgane, tu n'as plus de famille. On te reniera. On dira à tout le monde que tu mens. On dira que tu es une droguée, que tu as des problèmes psychologiques depuis l'enfance. On dira que c'est toi qui as forcé Dorian à signer ses papiers pour couvrir tes propres dettes. Tu ne ferais pas ça, ai-je murmuré, horrifié. Et c'est moi, a sifflé Dorian, un sourire mauvais aux lèvres, levant son verre de vin vers moi comme un toast ironique. Qui vont-ils croire ? Les pauvres parents retraités honnêtes et le frère aimant, ou la banquière ambitieuse, froide et sans cœur ?
On a déjà préparé le terrain, Serette. Je suis sortie en courant. J'avais besoin d'air. Je sentais que j'allais vomir. J'ai couru vers ma voiture sous la pluie battante, aveuglée par les larmes, trébuchant sur les graviers de l'allée. Je voulais juste partir, retourner chez moi, me réveiller de ce cauchemar. J'ai sauté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes, tremblante. J'ai mis le contact. Le moteur a démarré. J'ai passé la première et j'ai accéléré. Mais la voiture n'a pas avancé normalement. Elle a lourdement tangué, avec un bruit de frottement horrible, métallique et caoutchouteux. J'ai forcé, mais le véhicule refusait de bouger correctement. Je suis sorti vérifier, la pluie fouettant mon visage. Mes 4 pneus étaient crevés. Lacérés à coups de couteau sur les flancs. Des entailles larges et profondes, faites avec rage. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de la salle à manger. La lumière jaune brillait à travers les rideaux. Dorian était là, debout derrière la vitre, me regardant. Il a soulevé le rideau et m'a fait un petit signe de la main, un petit coucou moqueur avec un sourire sadique. Il avait prévu le coup. Il savait que je viendrais. Il m'avait piégée ici, sous la pluie, impuissante. Trempée, grelottante, seule dans la nuit noire, j'ai réalisé que la guerre était déclarée. Mais je n'avais aucune idée de l'ampleur des armes qu'ils allaient utiliser contre moi. Je pensais avoir touché le fond, mais le sol allait se dérober sous mes pieds une fois de plus. La campagne Destruction, j'ai dû appeler un taxi pour rentrer à Lyon, laissant ma voiture épave devant chez eux comme un trophée de leur victoire momentanée. La course m'a coûté une fortune, près de 150 €, mais ce n'était que le début de mes problèmes financiers. Le chauffeur me regardait bizarrement dans le rétroviseur, une femme en tailleur de luxe trempée et en pleurs, mais je n'avais plus la force de me soucier des apparences. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil passée sur le canapé de Yasmine, les yeux gonflés et la tête lourde, j'ai essayé de me connecter à mon compte épargne en ligne. J'avais un compte joint avec ma mère, ouvert quand j'avais 18 ans pour qu'elle puisse m'aider à gérer mes premiers loyers étudiants. Je n'avais jamais pensé à retirer sa procuration, par confiance aveugle, et parce que je n'utilisais ce compte que pour y stocker mes économies à long terme. Il y avait 90 000 € dessus. Le fruit de mes bonus annuels, de mes années de travail acharné, de mes privations. Je voulais utiliser cet apport pour acheter mon premier appartement le mois prochain. J'ai tapé mon mot de passe. L'écran a affiché le solde. Solde, 0,00 €. J'ai cligné des yeux, pensant à une erreur d'affichage. J'ai rafraîchi la page. Toujours 0. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Virement sortant, 90 000 €. Destinataire, compte externe FR 76. Intitulé « Remboursement familial ». Date, hier matin, 9 h. Juste avant mon arrestation. J'ai appelé la banque en panique, hurlant presque au téléphone. Madame Dubois, un virement a été effectué légalement par Madame Sylviane Dubois vers un compte tiers, m'a expliqué le conseiller d'une voix monotone. La procuration. C'est parfaitement légal. Elle avait tout pris. Elle avait vidé mon compte avant même que la police ne m'arrête. Elle savait que j'aurais besoin de cet argent pour me défendre, pour payer un avocat, pour survivre si je perdais mon emploi. Elle m'avait coupé les vivres préventivement. C'était une exécution financière planifiée. Je n'avais plus rien pour payer Yasmine. Je n'avais plus rien pour manger. Mais l'attaque financière n'était que le premier front de leur offensive totale. L'attaque sociale a suivi quelques heures plus tard, plus vicieuse encore. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Une avalanche de notifications Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn. C'était ma tante Muriel, la sœur de ma mère, une femme aigrie et commère qui passait sa vie sur les réseaux sociaux à juger les autres. Elle avait publié un long texte, une lettre ouverte à ma nièce, en mode public. Elle avait tagué mon employeur, mes collègues, mes anciens camarades de classe et tous nos amis communs. Le titre était écrit en majuscule, la déchéance d'une fille ingrate. Comment Agnès Morgan a détruit sa famille par la drogue le jeu. J'ai lu le texte, le cœur battant à tout rompre. C'était un tissu de mensonges abjects. Elle racontait, avec des détails inventés de toutes pièces, comment j'étais accro aux jeux en ligne et à la cocaïne depuis des années. Comment j'avais extorqué de l'argent à mes pauvres parents retraités et malades. Comment j'essayais maintenant, acculé par la justice, de faire porter le chapeau à mon ange de frère Dorian, qui essayait seulement de m'aider à m'en sortir.
C'était un chef-d'œuvre de fiction manipulatrice. Les commentaires affluaient par centaines. Quelle honte! Commentait une voisine. Courage à la famille, on est avec vous. Écrivait un ami de mon père. On ne connaît jamais vraiment les gens, c'est effrayant, ajoutait une ancienne collègue jalouse. Dorian et ma mère avaient orchestré une campagne de diffamation préventive. Ils savaient que si je parlais, ma parole serait déjà discréditée. Qui croirait une droguée voleuse qui attaque sa propre famille? Le coup de grâce est venu à midi pile. Mon téléphone a sonné. C'était mon propriétaire. Mademoiselle Dubois, a-t-il dit d'une voix glaciale. J'ai eu la police et votre mère au téléphone ce matin. Votre mère m'a averti que vous utilisiez mon appartement pour stocker des stupéfiants et organiser des parties de poker illégales. Je ne veux pas d'histoire de drogue dans mon immeuble. C'est un immeuble respectable. Vous avez 48 heures pour vider les lieux, ou je change les serrures et je mets vos affaires sur le trottoir. Ma mère l'avait appelé. Elle avait appelé mon propriétaire pour lui dire que je dealais depuis l'appartement. Elle voulait me mettre à la rue. Elle voulait me briser totalement, m'isoler, me rendre vulnérable pour que je n'ai d'autre choix que de revenir ramper vers eux et accepter leur marché. J'étais assise sur le sol du salon de Yasmine, entourée de quelques sacs poubelles contenant mes vêtements, les seuls biens qui me restaient. J'avais perdu mon travail, mes économies, mon appartement, ma réputation et ma famille en moins de 24 heures. Je me sentais vide. Brisée. Une coquille vide. Je me suis recroquevillée en boule, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je pensais à la mort. Je pensais que ce serait plus simple de tout arrêter là. Ils avaient gagné. Ils étaient trop forts, trop méchants, trop unis dans leur vice. Yasmine est entrée dans la pièce. Elle avait passé la matinée au tribunal. Elle a posé 2 tasses de café fumant et un dossier bleu cartonné sur la table basse. Elle s'est assise en face de moi, son visage exprimant une concentration intense, presque effrayante. « Tu as fini de pleurer ?» a-t-elle demandé doucement mais fermement. J'ai hoché la tête, reniflant, essuyant mon nez avec ma manche. « Je n'ai plus rien, Yasmine. Ils ont gagné. Peut-être que je devrais juste accepter le deal, faire quelques mois de prison, signer les papiers, au moins je récupérerai ma famille. Au moins ça s'arrêtera. » Yasmine a claqué le dossier sur la table basse avec une violence inouïe. Le bruit m'a fait sursauter. « Regarde ça, Morgane. Tu ne vas pas en prison pour eux. Parce que si tu le fais, tu ne seras pas seulement une prisonnière. Tu seras une morte en sursis. » Elle a ouvert le dossier. Ce qu'elle avait trouvé allait transformer mon désespoir en une soif de vengeance glaciale et méthodique. Le secret ténébreux Yasmine avait passé la nuit et la matinée à éplucher les registres publics, à fouiller les bases de données légales et à utiliser ses contacts au tribunal de commerce. Ce qu'elle avait découvert dépassait la simple fraude de 60 000 euros. C'était une conspiration. J'ai trouvé le nom de leur notaire et conseiller juridique, dit Yasmine en pointant un nom sur le papier, Maître Vasseur. Je connaissais ce nom. C'était un vieil ami de mon père, un homme véreux, à la peau grasse et au regard fuyant, connu dans la région pour ses arrangements douteux et ses conseils fiscaux à la limite de la légalité. Tes parents n'ont pas seulement vidé ton compte épargne, Morgane. Regarde les hypothèques. Je me suis penchée sur le document. Mes yeux se sont écarquillés. Il y avait 3 demandes de crédit hypothécaire en cours sur des terrains agricoles hérités de ma grand-mère paternelle en Bourgogne, des terrains qui étaient à mon nom. Ils avaient imité ma signature pour hypothéquer mon héritage afin d'investir dans une arnaque pyramidale de crypto-monnaies gérée par un ami de Dorian. Ils avaient mis mon patrimoine en danger pour financer les délires de mon frère. Mais le pire était la dernière page du dossier. Une police d'assurance vie. Ils ont souscrit ça il y a 6 mois, expliqua Yasmine, la voix tremblante de colère contenue. Une assurance décès sur ta tête. Valeur, 1 million d'euros. Bénéficiaire unique, Dorian Dubois. J'ai senti un froid glacial envahir mes os, plus intense que la pluie de la veille. Pourquoi ferait-il ça? Lis la clause des accidents, insista Yasmine en tapant l'index sur un paragraphe surligné en jaune fluo. La clause stipulait un doublement de la prime en cas de décès accidentel par la route. 2 millions d'euros si je mourais dans un accident de voiture. Tout s'est mis en place dans mon esprit comme un puzzle macabre. Les pneus crevés hier soir. Ce n'était pas juste pour m'embêter.
Ce n'était pas du vandalisme gratuit. S'ils avaient coupé les freins? Si j'avais pris l'autoroute A7 sous la pluie battante avec une voiture sabotée? Si j'avais eu un accident mortel? Dorian ne voulait pas seulement que je prenne le blâme pour ses dettes. Il avait besoin que je sois hors jeu. La prison était leur plan B. Le plan A, le plan qui rapportait le plus, c'était ma mort. J'ai relu les messages que Yasmine avait réussi à imprimer grâce à une source chez l'opérateur téléphonique. C'était une procédure limite légale, mais vitale. Un échange de SMS entre Dorian et mon père datant d'il y a 2 semaines. Dorian, si elle ne signe pas les papiers pour la banque, on passe à l'option accident. Je ne peux pas attendre plus longtemps, les créanciers russes sont sur mon dos. Régis, mon père, sois prudent. Fais ça proprement. Pas de traces. Je n'avais plus de parents. J'avais des bourreaux. Ils étaient prêts à me sacrifier, financièrement, juridiquement et physiquement, pour sauver la peau de leur fils prodige raté et éponger ses dettes auprès de gens dangereux. La tristesse a disparu instantanément. La peur s'est évaporée. À leur place, une détermination froide, mécanique et impitoyable s'est installée. J'ai cessé d'être la victime. Je suis devenu le chasseur. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé à Yasmine, les yeux secs, la voix ferme. Yasmine a souri, un sourire de prédatrice qui montrait toutes ses dents. On appelle le lieutenant Garnier. Et on tend un piège. Ils veulent que tu signes des aveux? Très bien. Tu vas leur donner ce qu'ils veulent. Mais à nos conditions. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan avec le lieutenant Garnier au téléphone. Il était furieux. La tentative d'homicide changeait tout. Ce n'était plus une affaire financière, c'était une affaire criminelle majeure. J'allais jouer le rôle de la fille brisée et vaincue. J'allais accepter de les rencontrer pour négocier ma reddition. Le piège, j'ai appelé ma mère 2 heures plus tard. J'ai mis tout mon talent d'actrice dans cet appel, puisant dans ma douleur réelle pour rendre la performance crédible. Je pleurais, je reniflais, je suppliais. Maman, je n'en peux plus. Tout le monde me déteste sur Facebook. Dites à tante Muriel d'arrêter. J'ai plus d'argent. Je veux juste que ça s'arrête. À l'autre bout du fil, sa voix était triomphante, mielleuse, esséurante de fausse compassion. Oh, ma chérie. Je savais que tu reviendrais à la raison. On est une famille, Morgane. On doit se serrer les coudes. C'est pour ton bien. Je vais signer les aveux, ai-je sangloté. Je dirai que j'ai tout fait. Que c'est moi qui ai imité la signature de Dorian pour l'accuser. Mais rendez-moi mes 90 000 euros. S'il vous plaît, j'ai besoin de cet argent pour quand je sortirai de prison. Je ne peux pas sortir sans rien. Elle a hésité. L'avidité combattait la prudence. Mais l'appât du gain et la certitude arrogante de leur victoire les rendaient imprudents. Elle a accepté. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un petit café isolé en bordure de Vienne, le Café des Moulins, à 14 heures. Un endroit discret, loin des regards, parfait pour un pacte avec le diable. Avant de partir, le lieutenant Garnier est venu chez Yasmine avec une équipe technique. Il ne me regardait plus comme une suspecte, mais comme une victime clé et un témoin courageux. Il a scotché un micro minuscule sous le col de ma chemise et m'a donné une oreillette invisible couleur chair. Ne les laissez pas vous toucher, a-t-il averti, son visage grave. On sera juste dehors dans une camionnette banalisée et 2 hommes seront à l'intérieur. Au moindre signe de danger, on intervient. Mais pour les coincer pour de bon, il faut qu'ils parlent. Essayez de les faire parler de l'assurance ou de la falsification. On a besoin d'un aveu verbal clair pour bétonner le dossier d'association de malfaiteurs et de tentative d'assassinat. Je suis entré dans le café. C'était un endroit sombre, avec des nappes à carreaux rouges et une odeur de vieux tabac. Ils étaient là, tous les 3, assis au fond. Dorian portait un nouveau costume bleu nuit, sans doute payé avec mon argent volé. Il avait l'air d'un roi. Ma mère avait l'air d'une sainte martyre, le visage composé. Mon père surveillait la porte, nerveux. Je me suis assise en face d'eux. Mes mains tremblaient, et pour une fois, ce n'était pas entièrement joué. La présence physique de mes bourreaux me donnait la nausée. « Tu as les papiers ?» a demandé Dorian sans même un bonjour. Pas de « comment ça va », pas de « désolé ».
Juste le business. J'ai sorti la lettre d'aveu pré-rédigée par Yasmine, un document juridiquement inutile mais psychologiquement puissant. Je signe ça, et vous me faites le virement maintenant, sur mon nouveau compte. Signe d'abord, a ordonné mon père, méfiant. Pourquoi vous m'avez fait ça? Ai-je demandé, regardant ma mère droit dans les yeux, cherchant une once d'humanité. Je suis ta fille. Je suis sortie de ton ventre. Pourquoi Dorian vaut plus que moi? Pourquoi ma vie ne compte pas? Ma mère a soupiré, agacée par mes questions sentimentales. Arrête avec ton drame, Morgane. C'est fatigant. Dorian a un potentiel que tu n'as pas. Toi, tu es une bonne ouvrière, tu es faite pour encaisser, pour travailler dans l'ombre. Lui, c'est un visionnaire. Il avait besoin de capital pour lancer son empire. L'assurance vie, c'était juste une garantie, au cas où. Une sécurité pour la famille. Bingo. Elle venait de mentionner l'assurance. Garnier, dans mon oreillette, a chuchoté. C'est bon, continuez. Poussez-les. Une garantie? J'ai haussé le ton, feignant l'hystérie. Vous comptiez me tuer? Les pneus crevés, c'était quoi? Une tentative? Dorian Harry, se penchant vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Son haleine sentait le café et la menthe. T'es parano, ma pauvre. Les pneus, c'était juste un avertissement pour que tu ne puisses pas fuir. Si j'avais voulu te tuer, j'aurais coupé les freins comme j'ai dit à papa dans les messages. Mais bon, la prison te calmera. C'est plus propre. Allez, signe et disparaît de notre vue. On a un empire à construire. Il avait tout avoué. L'intention, la préméditation, la complicité, les messages. Il s'était cru intouchable. J'ai pris le stylo. J'ai approché la pointe du papier. Ils retenaient tous leur souffle, leurs yeux brillants de cupidité et de malice. Ils voyaient leur victoire. Ils voyaient l'argent. Ils voyaient ma faim. J'ai relevé la tête lentement. J'ai souri. Un vrai sourire, froid et dur. En fait, je ne crois pas que je vais signer, ai-je dit calmement. Le visage de Dorian s'est décomposé. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Signe cette putain de feuille. Non, ai-je répondu, savourant chaque syllabe. Je dis juste que le café est excellent ici. N'est-ce pas, lieutenant? Le jour du jugement à cet instant précis, le temps s'est accéléré. Les deux clients en bleu de travail assis à la table derrière nous se sont levés d'un bond. Le serveur a lâché son plateau qui s'est écrasé au sol dans un fracas de verre brisé. La porte de la cuisine et l'entrée principale se sont ouvertes simultanément. Police. Ne bougez plus. Main sur la table. Le cri du lieutenant Garnier a retenti comme le tonnerre, remplissant le petit café. La scène était chaotique et je dois l'avouer, magnifique. Dorian a essayé de se lever pour fuir par l'arrière, mais il a été plaqué au sol par deux agents en civil avec une violence satisfaisante. Son visage s'est écrasé contre le carrelage sale. Il hurlait comme un enfant gâté, « Maman! Maman, fais quelque chose! Ils me font mal! » C'est elle la menteuse. Ma mère était figée sur sa chaise, la bouche ouverte, le visage gris comme de la cendre. Elle ne comprenait pas. Son monde s'écroulait. Mon père essayait bêtement de cacher des documents dans sa veste, mais Garnier lui a saisi le poignet et lui a tordu le bras dans le dos. Régis Dubois, Sylviane Dubois, Dorian Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, vol, faux et usage de faux, et tentative d'homicide prémédité, a énuméré Garnier avec une satisfaction évidente, récitant leurs droits pendant qu'on les menottait. J'ai vu les menottes se refermer sur les poignets de ma mère. Ces mêmes mains qui m'avaient caressé les cheveux quand j'étais petite, ces mains qui avaient signé ma perte pour de l'argent, étaient maintenant entravées par l'acier de la justice. Alors qu'on les emmenait vers les fourgons de police, ma mère s'est débattue et s'est tournée vers moi. Son masque de douceur maternelle était tombé, pulvérisé, révélant une haine pure, démoniaque. Espèce de sale ingrate. A-t-elle craché, la bave aux lèvres. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu envoies ta propre famille en prison? Tu es un monstre. Tu finiras seul. Personne ne t'aimera jamais.
Je me suis approché d'elle, calmement, juste assez près pour qu'elle m'entende malgré le tumulte des sirènes et les cris. Je l'ai regardée dans les yeux, et je n'ai vu que du vide. Tu avais raison sur une chose, maman, lui ai-je dit doucement. Tu as dit que j'étais forte. Je suis assez forte pour survivre sans vous. Mais vous? Vous n'êtes rien sans moi pour payer vos factures. Profitez de la prison. Il paraît que la nourriture y est gratuite. C'est tout ce que vous méritez. Je suis sortie du café. La pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait les nuages. Dehors, la dépanneuse de la fourrière était en train d'embarquer la Porsche jaune de Dorian. C'était l'image la plus satisfaisante de ma vie. Le symbole de sa vanité, accroché à un crochet de remorquage, traînait dans la boue. Yasmine m'attendait près de sa voiture. Elle m'a serré dans ses bras. J'ai pleuré, mais pour la première fois depuis des jours, c'était des larmes de soulagement, de libération. Le poids énorme qui écrasait ma poitrine avait disparu. J'étais orpheline, oui. J'étais sans abri, oui. Mais j'étais libre. J'avais coupé le cordon toxique qui m'étranglait. Avant de vous raconter ce qui est arrivé au tribunal et comment j'ai reconstruit ma vie, j'ai une faveur à vous demander. Si vous pensez que justice a été faite et que j'ai eu raison de piéger ma famille toxique pour sauver ma peau, mettez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette histoire pour que personne d'autre ne se laisse manipuler par les liens du sang. Votre soutien est ma plus grande victoire. Renaissance. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Ce fut un événement médiatique local. Grâce aux enregistrements audio du café, aux documents financiers récupérés par Yasmine et aux témoignages accablants, la défense n'avait aucune chance. Dorian a pris 8 ans de prison ferme. Le juge a été particulièrement sévère à cause de la préméditation, de la tentative d'homicide, la discussion sur les freins et l'assurance, et de son attitude arrogante durant l'audience où il a insulté le procureur. Mes parents ont écopé de 5 ans chacun pour complicité active et escroquerie. Ils ont pleuré à la barre, jouant les victimes, mais personne ne les a crus. Ma tante Muriel a été condamnée pour diffamation publique, cyberharcèlement et atteinte à la vie privée. Elle a dû me verser des dommages et intérêts conséquents, en plus de publier des excuses humiliantes sur sa page Facebook, qui resteront épinglées pendant 1 an. Quant à moi, la vérité a éclaté. Monsieur Delorme, mon patron, a été horrifié quand la police lui a expliqué la réalité des faits. Il s'est excusé publiquement lors d'une assemblée générale et m'a réintégré avec une promotion immédiate au poste de directrice Europe et une augmentation substantielle pour préjudice moral. J'ai récupéré mes 90 000 €, et bien plus, via la saisie et la vente judiciaire de la maison de mes parents et de la Porsche. J'ai vendu la maison de mon enfance. Je ne voulais garder aucun souvenir de ces murs qui avaient abrité tant de mensonges. J'ai vu le bulldozer la détruire pour faire place à un parc pour enfants, et j'ai souri. Aujourd'hui, je vis dans un nouvel appartement au centre de Lyon, avec une vue magnifique sur le Rhône. J'ai changé de cercle d'amis. Yasmine est toujours ma sœur de cœur, la seule famille dont j'ai besoin. Elle est la marraine de mon projet caritatif pour aider les victimes d'abus financiers intrafamiliaux. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. Mais c'est une citation tronquée et mal comprise. La citation complète et originale est « Le sang du pacte est plus épais que l'eau de l'utérus ». Cela signifie que les liens que l'on choisit de créer, les pactes que l'on fait avec des amis loyaux, des camarades, des amours, sont plus forts que ceux qui nous sont imposés par la biologie à la naissance. J'ai choisi ma vie. J'ai choisi ma liberté. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter une seule seconde. Ne laissez jamais personne, pas même votre mère, vous dire que vous devez vous sacrifier pour quelqu'un qui ne ferait pas la même chose pour vous. L'amour ne se commande pas, il se mérite. Et le respect ne s'impose pas, il se gagne. Vous êtes fort. N'oubliez jamais ça. Merci de m'avoir écouté.